Good Morning Business, le grand entretien. Il y a tout juste 36 jours, Emmanuel Macron a accepté la démission de son Premier ministre et du gouvernement. Le temps de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité stable. 36 jours plus tard, on n'y est toujours pas. Avec nous en duplex pour en parler, Jean-René Cazeneuve, vous êtes député du Gers, Ensemble pour la République, le camp présidentiel donc. Vous lancez un appel, vous seriez prêt à faire des compromis avec les socialistes. Il est possible selon vous de trouver un terrain d'entente ? Nous n'avons pas le choix. La situation est à la fois très simple et très compliquée. Très simple parce que, évidemment, c'est le président de la République qui est responsable de la dissolution, mais ce sont les Français qui ont voté. Et en votant, ils ont, de manière très schématique, dessiné 3 blocs. Aucun de ces blocs, que ce soit le bloc d'extrême droite, le bloc central ou le bloc de gauche, aucun de ces blocs n'a la majorité absolue, donc aucun ne peut, si vous voulez, défendre son projet tel qu'il a été présenté aux Français lors des législatives. Donc nous sommes obligés de trouver des compromis. C'est là que ça devient compliqué, puisque mieux vaut aujourd'hui, d'une certaine manière, perdre un peu de temps, prendre un peu de temps pour essayer de trouver ces compromis, parce que ça nous en fera gagner beaucoup dans les prochains mois. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous nommez un Premier ministre aujourd'hui et qu'il n'a pas de majorité, en tous les cas, qu'il n'y a pas de majorité qui accepte de ne pas le censurer, eh bien, son gouvernement va durer 15 jours et puis on va renommer un autre Premier ministre, son gouvernement va durer 15 jours et ainsi de suite pendant un an. Ça n'est pas ce qu'attendent les Français que je rencontre tous les jours. J'ai la chance d'être en vacances dans le Gers, me disent « entendez-vous, parlez-vous, entendez-vous » de manière à trouver effectivement ce qui ressemblerait à une coalition, en tous les cas, une volonté commune de régler les problèmes des Français aujourd'hui. Oui, le Parti socialiste, il ne semble pas d'accord avec vous puisqu'il réfute la possibilité de quitter le NFP. Donc comment vous alliez avec les socialistes ? Alors les socialistes, vous voulez, et un S, un socialiste, les socialistes que moi je rencontre sur le terrain, eux, ils veulent absolument qu'il y ait un gouvernement qui puisse faire avancer et régler les problèmes des Français. Vous savez, les socialistes, ils sont aujourd'hui face à un dilemme et doivent répondre à cette question. Est-ce qu'ils sont dans le camp de la France insoumise, c'est-à-dire d'un parti aujourd'hui qui fait du communautarisme, qui est dans la provocation continue, qui soutient Rima Hassan, qui fait de l'apologie du terrorisme? Est-ce qu'ils sont avec ces insoumis-là, ou est-ce qu'ils choisissent au contraire la responsabilité? Est-ce qu'ils choisissent de former un gouvernement au sens large, de manière à régler concrètement les problèmes des Français? Et donc effectivement, les socialistes sont partagés. Moi, je vois qu'il y a quand même une majorité de socialistes qui sont ouverts à ça. On voit sur les déclarations de M. Glucksmann, de Bernard Cazeneuve, on voit qu'il y a des socialistes aujourd'hui qui sont prêts parce qu'ils voient l'intérêt supérieur de notre pays. Oui, il y a Raphaël Glucksmann qui affirme que la gauche ne pourra gouverner que si elle accepte de négocier des compromis. Vous lui tendez la main aujourd'hui à Raphaël Glucksmann ? Mais bien sûr, comme on le fait aussi aux Républicains. Il y a un rejet, les socialistes, mais aussi les écologistes, les communistes doivent l'entendre. Il y a un rejet sur le terrain des insoumis qui est phénoménal. Je n'ai jamais vu ça, si vous voulez. Cette accumulation de comportements, de non-respect de notre République, avec cet appel à destitution, encore qui est le dernier avatar de ce comportement, les Français ne veulent surtout pas des insoumis au pouvoir. Et donc, toute alliance de gauche avec des insoumis est vouée à un échec immédiat. Les socialistes doivent le comprendre, sauf à être dans la politique du pire, et j'espère qu'ils ne sont pas dans cette situation-là. Est-ce qu'un grand bloc central des Républicains au NFP n'est pas voué à un échec aussi, puisque vous connaissez bien ce sujet, puisque vous êtes aussi membre de la commission des finances? Les Républicains, eux, ils défendent des baisses d'impôts, alors que le NFP, dont fait partie le PS, le NFP qui veut rétablir l'ISF, mettre en place 14 tranches d'impôts supplémentaires, tous les opposent. Cette majorité ne semble pas possible non plus sur le papier. C'est ce que je vous disais, vous avez raison. Si chacun reste recroquevillé sur son programme, on n'y arrivera pas. Mais personne n'a la majorité aujourd'hui pour imposer son programme.
Vous savez, Pierre Moscovici dit la dette, elle n'est ni de gauche ni de droite, elle est française. Il a raison. Il y a quand même des contraintes qui s'imposent à nous sur le budget. Nous avons des engagements vis-à-vis de l'Europe pour réduire notre déficit structurel. Nous avons aussi des contraintes qui sont liées au poids que pèsent aujourd'hui dans nos dépenses publiques les intérêts de la dette. Donc moi, je suis persuadé qu'on peut trouver, avec cette droite républicaine et avec cette gauche social-démocrate, qu'on peut trouver des compromis dans l'intérêt supérieur de notre pays. En tous les cas, il faut y arriver. Autrement, on va être dans une succession de gouvernements qui ne vont pas tenir. C'est le retour à la 4e République, ce que personne ne souhaite. On va revenir dans quelques instants sur ce budget, mais on parle d'abord des hypothèses. Vous les avez mentionnées, Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre, et Karim Bouhamrane, maire de Saint-Ouen à Matignon. Est-ce que ces deux personnalités ont bien été contactées? Okay, là, je suis évidemment, ça n'est pas de mon ressort, c'est du ressort exclusif du président de la République. Ne comptez pas sur moi pour dévoiler quoi que ce soit en la matière, mais il travaille, il consulte. Vendredi, il recevra l'ensemble des partis. Donc voilà, j'espère qu'il va rapidement maintenant trouver ce Premier ministre capable de réunir autour de lui une majorité de gens responsables. La députée du Rassemblement national, Edwige Diaz, dit qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale est la seule issue possible pour sortir de la paralysie. Est-ce que ce ne serait pas plus simple finalement? Et on ne peut pas se payer le luxe d'une année de paralysie. Et je crois que les Français nous ont dit, avec ces élections législatives, travailler ensemble. Il faudrait quand même que notre démocratie gagne en maturité. Et c'est quand même incroyable qu'on soit obligé de se dire aujourd'hui que ce ne sera pas possible de travailler ensemble. Donc j'espère que l'intérêt supérieur de notre pays va l'emporter sur les ambitions des uns et des autres pour la prochaine élection présidentielle et qu'on va arriver. La France, si la France est paralysée pendant, le monde ne va pas nous attendre, le monde économique ne va pas nous attendre. Les menaces qui sont aux frontières de l'Europe, il y a la guerre en Ukraine, vous le savez, il y a ce conflit au Proche-Orient. Donc franchement, on ne peut pas se payer le luxe d'une année pendant laquelle on ne ferait rien. Il faut répondre concrètement aux problèmes des Français sur le pouvoir d'achat. Il faut financer la transition écologique, c'est absolument nécessaire, pour ne prendre que deux exemples importants. Donc nous devons absolument, et j'espère que le président de la République sera suffisamment convaincant, et j'espère que la droite républicaine et la gauche social-démocrate accepteront ce qui sera proposé, de manière à ce qu'on puisse avancer concrètement pour les Français. Vous dites que le monde ne va pas nous attendre, le budget ne va pas nous attendre non plus. Ces blocages risquent bien de peser sur la loi pour les finances 2025. Gabriel Attal a dévoilé les grandes lignes de cette loi, mais le temps d'en débattre, etc. Est-ce que vous penserez qu'on sera dans les temps ? Ouais, c'est la raison pour laquelle il a hier donné ce qu'on appelle ces fameuses lettres plafond aux différents ministères. C'est pour que justement enclencher la démarche budgétaire, permettre aux administrations de travailler pour arriver fin décembre à un budget. Donc il l'a fait, heureusement qu'il l'a fait, c'était nécessaire de le faire. S'il ne l'avait pas fait, les uns et les autres hurleraient sur le fait qu'on n'a pas de budget, que c'est une catastrophe et que les échéances se rapprochent. Et évidemment, quand il le fait, on l'accuse de ne pas gérer les affaires courantes et de faire de la politique. Donc je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est une sorte de socle technique sur lequel le prochain gouvernement et le Parlement, je rappelle que c'est le Parlement qui vote le budget, il a plusieurs mois pour le faire, il aura tous les loisirs, évidemment, s'il le souhaite, d'augmenter telle ou telle dépense ou de réduire telle ou telle dépense. Donc voilà, c'est le socle technique qui permet d'enclencher la mécanique budgétaire, qui permet aux administrations de travailler, maintenant aux politiques de le modifier dans un sens ou dans un autre. Et vous savez, le budget de notre pays, il y a beaucoup de dépenses qui sont contraintes. On ne change pas, heureusement, chaque année, le taux de TVA, l'impôt sur les sociétés ou les seuils sur l'impôt sur le revenu. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont stables et qui se reproduisent d'une année sur l'autre. Ensuite, les dépenses de fonctionnaires, si vous voulez, elles sont
connues, on peut les projeter sur 2025. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour préparer le budget, et c'est ce que font aujourd'hui les administrations à Bercy en particulier, avant que le politique ne rajoute quelques mesures dans un sens ou dans un autre. Mais notre marge de manœuvre n'est-elle pas limitée? Le déficit public estimé à 5,5% pour l'année 2023 en France était finalement largement au-dessus des prévisions. Le gouvernement s'était engagé à 4,1% en 2025. Là non plus, on n'y sera pas selon les dernières infos. Dans ce contexte, pourquoi le budget de Gabriel Attal ne prévoit que 10 milliards d'économies l'an prochain? Écoutez, si quelqu'un, le prochain gouvernement veut faire plus d'économies, il a la possibilité de le faire. Si les parlementaires veulent déposer des amendements pour faire plus d'économies, ils peuvent également le faire. Mon expérience à la Commission des finances maintenant, depuis 2017, montre clairement que c'est rarement dans ce sens-là que se font les compromis. Et il y a souvent plus facile de trouver des consensus sur des dépenses supplémentaires que des consensus sur des économies. Mais vous avez raison, c'est la question centrale. Déjà, geler en euros, en milliards d'euros, la dépense publique, c'est déjà un effort important, puisque ça veut dire que l'inflation, qui devrait être autour de 2% l'année prochaine, n'est pas impactée dans nos dépenses publiques. Donc c'est un effort de l'ordre de 2% de productivité qui est demandé à l'ensemble des ministères. Donc c'est déjà un effort important. Il faut trouver, peut-être que le gouvernement en décidera un peu différemment, mais de toute façon il sera pas très loin de ce chiffre-là, si vous voulez, hein, dans un sens ou dans un autre. Il faut faire attention entre cette nécessité absolue de réduire notre déficit et de tenir nos engagements en matière de déficit public, notre trajectoire jusqu'à 2027, ça c'est absolument essentiel, mais attention non plus de ne pas casser une croissance aujourd'hui qui est assez faible, même si elle est un peu meilleure que nos voisins européens. On sera, j'espère, cette année un peu au-dessus de 1% de croissance. Attention de ne pas casser non plus cette croissance. On voit, c'est un équilibre. On a compris votre message. Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République, d'avoir pris le temps de commenter cette rentrée politique.